Bienvenue dans cette dernière partie sur les capteurs analogiques précisément. Ce cours il est adressé aux élèves des sciences et technologies électriques, matière sciences de l'ingénieur, unité ATC, fonction acquérir. On va y aborder les jauges de contrainte. Les jauges de contrainte, ce sont des capteurs qui permettent de mesurer des forces, des pressions et des accélérations. Donc, on va introduire la notion de jauge à contrainte d'après un système de pesage, de manutention et de pesage de sable qui a fait l'objet d'épreuves de SI en 2011 en session de rattrapage, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un système qui permet de transporter le sable et, entre autres, parmi les fonctions qu'il réalise le système, il permet de peser le sable. Donc, comment peser le sable? Donc, le sable, la masse du sable, elle est répercutée elle est traduite en résistance. Donc, déjà, on se rend compte que le capteur qui est utilisé, c'est un capteur passif, puisque la masse du sable influe directement sur la variation d'une résistance. Donc, précisément, il s'agit de la résistance R0 et R1 qui sont montées dans un pont, donc un pont de whetstone, donc en demi-pont, puisqu'ils sont ici et là. On en reparlera avec le déroulement de l'explication. Donc, le système de pesage est constitué principalement de capteurs de contrainte pour la détection de la masse M du sable. Le montage de mesure est un pont de whetstone. Le pont de whetstone, c'est cette partie-là du circuit. Les amplificateurs opérationnels, donc premier, deuxième et troisième, sont supposés parfaits. Les résistances R2 et R3 sont des résistances fixes, elles ne changent avec rien, donc leur valeur est fixe. Ont des résistances fixes insensibles aux déformations et leur valeur est égale à 5 kΩ. Tandis que les résistances R0 et R1, qui constituent nos capteurs de contrainte, sont des capteurs de contrainte de même valeur que R lorsqu'il n'y a aucune masse, lorsqu'il n'y a aucun effort qui s'applique dessus à mesurer, et ils changent de valeur sous l'action de la masse. Donc ici, on nous donne les mesures et les valeurs des résistances, particulièrement les résistances R0 et R1 relatives aux capteurs de contrainte. Lorsqu'il n'y a aucune masse de sable à mesurer, leur valeur est égale à R, comme pour R2 et R3. Et sous l'action de la masse, M, la résistance R0 diminue d'une valeur delta R et la résistance R1 augmente d'une valeur delta R. On devrait se poser la question, pourquoi R diminue alors que R0 diminue alors que R1 augmente? Ça va dépendre bien sûr du type de montage de ces jauges de contrainte sur l'élément qui va être déformé par la masse du sable, par exemple, dans notre cas. Donc, delta R, c'est la variation de la résistance sous l'effet de la masse du sable. On demande d'exprimer VA en fonction de VCC R0 et R1. Montrer la relation suivante, sachant que VB, à l'aide du diviseur tension, c'est VCC R3 sur R2 plus R3, montrer que sous l'action d'une masse de sable, on a UAB sous cette forme, etc., etc. Donc, avant de répondre à ces questions, on va aller voir le fonctionnement, le principe de fonctionnement d'une jauge de contrainte. Et on reviendra pour résoudre ces questions. Donc, une jauge de contrainte, le principe de départ, c'est un barreau d'un certain matériau qui a une section S. Ici, le barreau, il est parallélépipédique, il peut être cylindrique, etc. D'une certaine section, d'une certaine longueur. Lorsqu'il est au repos, il a L, sa longueur est L, et sa section, c'est S. Lorsqu'on
applique une traction, traction, ça vient du mot tirer, lorsqu'on tire. Donc, lorsqu'on applique une traction sur ce barreau, qui est matérialisé par les forces F de part et d'autre des bouts du barreau, qu'est-ce qui se passe? La longueur augmente de plus delta dl. Donc, c'est une déformation positive puisque la longueur augmente. Dans le cas contraire, lorsque le même barreau, on lui applique une compression, on le comprime, il y a une déformation, mais sa longueur diminue, donc une variation de moins dl, dans le cas lorsqu'il est soumis à une compression. Ici, c'est la loi de Puyer, et c'est le principe qui est utilisé pour avoir la variation de R lorsque L augmente. Parce qu'on remarque, si on dérive ici, la variation de R, elle va dépendre de la variation de L si on considère la résistivité constante et la section aussi constante. Donc, sous sa forme la plus simple, une jauge de contrainte, elle est constituée d'un dépôt métallique, donc ici en zigzag, pour augmenter la longueur, qui est déposé sur une feuille de résine d'époxy, ici indiquée par A. Ce dépôt métallique, il constitue une résistance électrique entre les deux bornes qui sont ici larges pour des raisons de soudure. Et les brins, ils sont disposés de façon à mesurer un allongement ou une contraction du métal sur lequel la jauge va être collée, parce que tout ce système va être collé sur la partie qui va subir la contrainte. Donc, ce type de résistance, il a des valeurs standards qui sont soit de 350 ohms, soit de 1000 ohms. L'épaisseur du métal déposé, ici, elle est de 2 micromètres à 5 micromètres. L'épaisseur du support, elle est de 20 à 30 micromètres. Les dimensions du support, elles sont de l'ordre de 5 mm sur 20 mm. Des connexions, ici les pattes sorties, plus larges, comme je viens de le dire, servent à souder les fils électriques de liaison. Ici, on a la légende, matériau support, grille de mesure, qu'on appelle la grille de mesure. La connexion au niveau CC et D, c'est la longueur effective. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Lorsqu'il y a une contraction, c'est-à-dire une force de compression, la longueur L diminue et donc la résistance diminue. Au contraire, lorsqu'il y a allongement, suivant le mouvement que subit l'élément sous contrainte, la longueur augmente et donc la résistance augmente. Donc, pratiquement pour réaliser cela, on colle ce support sur la partie qui va subir la contrainte, soit en dessus, soit en dessous, selon le sens de la contrainte. Donc, après avoir expliqué le principe de fonctionnement d'une jauge de contrainte, on revient à notre système de pesage de sable et on va essayer de répondre aux questions qui sont posées ici, les 6 questions. On se retrouve au tableau pour répondre à ces questions. On va essayer de répondre aux questions qui sont posées. Donc, la première question, on demande d'exprimer la tension VA en fonction de VCC, R0 et R1. Première question. Exprimer VA en fonction de VCC, R0 et R1. Donc, comment on va faire? On va reproduire une partie du schéma. Ça, c'est le plus VCC. Le pont de Whetstone, on va le transformer en un double pont. On va transformer juste l'emplacement des éléments et la position
des éléments. Donc on aura ici R0, là ça sera R1, là ça sera R2, et ici R3. Et on rappelle que R2 égale à R3 égale à R égale constante. Elle ne dépend pas de la déformation. On demande VA. Qu'est-ce qu'on remarque? On a ici, à ce niveau-là, une connexion qui sort au point A. Au point B, la même chose, une connexion qui sort. Et on se doit de remarquer que le courant qui pourrait sortir par ici, eh bien, il attaque l'entrée non inverseuse d'un ampliope, donc il est nul. Donc ici, le I+, il est nul. La même chose du côté de B, il attaque l'entrée non inverseuse d'un deuxième ampliope, et donc I+ égale à 0. Pourquoi ceci? Parce qu'il est important de s'assurer que les résistances R2 et R3 sont traversées par le même courant pour pouvoir appliquer le diviseur de tension. Donc on aura notre VA, ce sera celui-là. Et donc le courant ici, il est nul. Donc R0 et R1 sont en série, donc on peut appliquer le diviseur de tension en écrivant que VA égale R1 sur R0 plus R1 fois VCC, ce qu'il fallait établir. La deuxième question, montrer que sous l'action d'une masse M du sable, VA égale à VCC fois R plus delta R sur 2R. Donc je rappelle qu'on a R0, elle diminue, c'est moins delta R. R1, elle augmente sous l'effet d'une masse de sable, elle augmente, c'est plus delta R. On n'a qu'à remplacer, donc pour la deuxième question, on a VA égale à R1. Donc R1, on la remplace par R plus delta R. Sur R0, c'est R moins delta R, plus R1, c'est R plus delta R. Ce terme, il s'annule avec celui-là. On a, c'est-à-dire, fois VCC, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, qui est égal à R plus delta R sur 2R, R plus R, le tout fois VCC. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qui était demandé à ce niveau-là. Troisième question maintenant. Sachant que VB, on donne VB égale R3 sur R2 plus R3 fois VCC. On aurait pu le déduire avec le constat qu'on a déjà fait pour VA en appliquant le diviseur de tension, et ça nous donnera que VB, qui est à ce niveau-là, en borne de R3, il est égal à R3 sur R2 plus R3 fois la tension VCC. On nous demande de montrer que sous l'action du masse M du sable, UAB égale à VCC sur 2 fois delta R sur R. Donc, UAB, c'est une différence de potentiel, c'est cette différence-là. Elle est égale à quoi? Ce potentiel, c'est VA, moins ce potentiel, c'est VB. On a l'expression de VA à la deuxième question. On vient de nous donner l'expression de VB, donc ça nous donne que UAB égale ce terme moins ce terme. Donc on va factoriser d'ores et déjà par VCC, donc ça donne moins R3, R2 sont constantes et sont égales à R, donc ça donne ici 1/2, le tout fois VCC. Donc, on fait sortir le 2, on réduit au même dénominateur, et donc ça va nous donner quoi? Que UAB égale VCC sur 2, facteur de R plus delta R, moins 2R, plutôt moins R, sur 2R. UAB égale, donc R moins R, ça saute, ça s'annule, ça reste VCC sur 2 fois delta R sur 2R. Plutôt, le 2 il est sorti, donc je ne l'ai plus ici,
et donc je ne l'ai plus là, et donc ça donne VCC sur 2 fois delta R sur R, ce qu'il fallait démontrer. Question suivante. Dans la zone linéaire de la caractéristique du capteur, la variation delta R est proportionnelle à la masse, delta R. Donc, je vais effacer ici. On nous donne que delta R égale K0 fois M, c'est-à-dire que la variation de la résistance de la jauge est proportionnelle à la masse. Avec K0, c'est la sensibilité. La sensibilité K0, c'est une résistance sur une masse, donc elle est égale unité électrique, ohm, sur unité physique, kilogramme, 2 ohms par kilogramme. Exprimez alors la tension UAB en volts en fonction de M en kilogrammes. Donc, d'après la question précédente, on avait tiré que UAB était égal à VCC sur 2 fois delta R sur R. Il suffit de remplacer delta R par ce qu'on vient de nous donner, et ça va nous donner que UAB égale à VCC sur 2 fois sur 2R, donc le R, fois K0 M. L'application numérique, on nous donne VCC égale à 5 volts, R égale à 5 kOhm, donc ça va nous donner que UAB égale 5 sur 10, c'est 1 sur 2, 5 sur 5, c'est 5, K0 sur 2 fois M, et il faut préciser que UAB ici, il est en millivolts, parce qu'il y avait un 10 puissance 3 ici, qui va devenir 10 puissance moins 3, et donc la tension UAB sera en millivolts. Application numérique, K0 égale à 2, donc UAB égale à 2 sur 2, M égale à M en millivolts, toujours. Question suivante. Sachant que VE1 égale 3VB moins 2VA et VE2 égale 3VA moins V2VB de VB, on demande de déduire l'expression de VS. En fonction de VS, en fonction de UAB et des éléments du montage. Donc on revient à notre schéma. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le montage autour de cet amplificateur opérationnel, c'est un amplificateur opérationnel, c'est un amplificateur de différence. Il permet de donner la différence entre la tension qui attaque le plus, c'est-à-dire VE2, et la tension qui attaque le moins, c'est-à-dire VE1. Et donc, on aura VS, donc on va le faire en détail. Pour calculer VS, l'ampli-op ici, il fonctionne en régime linéaire, parce qu'on a une réaction négative, et donc V plus égale à V moins. V moins d'abord, donc je parle bien pour le troisième ampli-op. V moins, il est égal à quoi? Il est égal à VE1 fois R6 plus VS fois R5, le tout sur R5 plus R6. VE2, plutôt V+, il est égal à quoi? C'est un diviseur tension, c'est R6 sur R5 plus R6 fois la tension VE2. Amplificateur en régime linéaire, V plus égale à V moins. Cette expression, elle est égale à cette expression. On simplifie par R5 plus R6 au dénominateur. Et ça va nous donner que VE1 fois R6 plus VS fois R5, il est égal à R6 fois VE2. Et d'où on a besoin d'exprimer VS. VS égale à R6 sur R5, facteur de VE2 moins VE1. Donc, on vient de répondre à la première partie de la question, l'expression de VS en fonction de UAB et des éléments du montage. Donc, pas encore, parce que UAB, il n'apparaît ici, il n'apparaît pas ici. Comment faire apparaître UAB? En remplaçant VE2 et VE1 par les expressions qui sont données ici. Donc, ça va nous donner que VS égale
R6 sur R5, facteur VE2, c'est quoi? C'est 3VA moins 2VB, moins V1 moins 3VB plus 2VA, c'est égal R6 sur R5, facteur de 3VA plus 2VA, c'est 5VA, moins 2VB moins 3VB moins 5VB, ce qui revient à écrire finalement que VS égale 5 fois R6 sur R5, facteur de VA moins VB. Et comme on l'a dit au départ, VA moins VB, c'est UAB, et d'où VS égale 5 R6 sur R5 fois UAB. Et on vient de répondre à la question, c'est-à-dire donner l'expression de la tension VS en fonction du UAB et des éléments du montage, et mettre cette expression sous la forme VS égale à K fois UAB. Donc, bien sûr, on peut le mettre tout de suite. VS égale à K, une constante fois UAB, avec la constante K, c'est 5 R6 sur R5. Donner l'expression de K, c'est 5 R6 sur R5. Petit b, exprimer la tension Vs en volts en fonction de la masse en kilogrammes. Donc, on avait tout à l'heure UAB égale à petit m, avec un choix adéquat de la constante K0. Donc, UAB, c'est petit m, donc on va avoir Vs égale K fois UAB égale K fois petit m. Donc, on a une tension de sortie qui est proportionnelle à la masse. La valeur du rapport R6 sur R5 pour avoir Vs égale 5 volts correspondant à M égale 250 kg. Donc, on désire avoir Vs égale à 5 volts lorsque la masse égale à 250 kg. Donc, K, il est égal à Vs sur M. Le K, c'est 5 R6 sur R5. Il est égal à Vs sur M avec Vs en millivolts, comme on l'a exprimé tout à l'heure, implique que R6 sur R5 égale Vs sur 5M égale 5000, 5 volts, c'est 5000 millivolts sur 5M. M, c'est 250 kg, donc 5M, c'est 1250 kg, et ça va donner R6 sur R5 égale à 4. Donc, on vient de voir maintenant que une contrainte correspondant à la masse du sable dans notre cas, elle a permis de donner une tension qui est proportionnelle à la masse, et donc on a un capteur de contrainte, et dans cette application précisément, c'est un capteur de masse. Bien, donc on a terminé l'exploration des différents capteurs. S'il en reste quelques-uns, on aura l'occasion de les voir pendant les séances de TD. Maintenant, on va passer à quelques exercices pour clore ce chapitre sur les capteurs analogiques. Et donc, on va passer au premier exercice, qui est extrait du sujet 2009 de l'épreuve des sciences de l'ingénieur pour les STE. Et il s'agit d'un système de traitement thermique dans lequel on a besoin d'observer ou bien de contrôler la température d'une cuve qui va faire un traitement particulier sur une pièce. Et cette température, qu'on appellera θ, elle sera traitée par un microcontrôleur. Donc le montage, c'est le suivant. Donc vous avez ici la résistance, elle est ici. Donc c'est une résistance
de platine, c'est une sonde PT100. Elle est insérée dans un pont de Whetstone, donc en quart de pont, puisque la résistance elle est sur une branche sur 4, donc un quart de pont. Et le signal différentiel qui représente la température, il est transmis à un amplificateur de différence qui est constitué par deux ampliopes AO1 et AO2, et finalement, on a un soustracteur qui est assuré par AO3. Ici, on demande, donc on dit déjà que le capteur de température utilisé est une sonde PT100, symbolisée par une résistance RPT, comme on l'a vu en cours, qui possède une linéarité représentée par la relation suivante. RPT égale à R0, facteur de 1 plus Aθ, avec R0 égale à 100 ohms. A, c'est le coefficient de température, c'est 3,9, 10 puissance moins 3, Celsius moins 1, et θ, la température en degrés Celsius, et on donne la tension d'alimentation E du conditionneur, elle est égale à 5 volts. Exprimer UPT en fonction de E0, R0 et RPT. UPT, c'est cette tension. Donc ici, on fait la même remarque, vous aurez toujours à faire la même remarque, qui est que le courant ici, il attaque l'entraînant inverseur d'un ampliope, donc il est nul, et d'où les deux résistances sont en série, parcourues par le même courant. Donc, les deux résistances, c'est R1, c'est RPT et R0, donc ici c'est R0, là c'est RPT, et donc on applique le diviseur de tension, j'efface d'abord. Donc en appliquant le diviseur de tension, on peut écrire que UPT égale à quoi? Égale à RPT sur R0 plus RPT, le tout fois la tension d'alimentation E. Donc c'est l'objet de la première question. Exprimer V en fonction de E. La tension ici V qui est au bord de R0. La même remarque. Le courant ici, il est nul, donc les deux résistances R0 sont en série, et donc on peut appliquer le diviseur de tension en écrivant que V égale R0 sur R0 plus R0 fois E égale à E sur 2. Troisième question, d'exprimer U de θ, c'est-à-dire cette tension-là, en fonction de E, A et θ, et donc en remarquant que U de θ, il n'est autre que UPT moins V, qui est égal, cette expression, RPT sur R0 plus RPT, moins 1,5, le tout, fois E. Donc, on remplace RPT par sa valeur qui est donnée ici. RPT égale à R0 facteur de 1 plus Aθ. Donc, on n'aura que U de θ. Il est égal à R0 facteur de 1 plus Aθ sur R0 plus R0 facteur de 1 plus Aθ moins 1,5, le tout, fois E. Donc, Uθ égale, on réduit au même dénominateur, donc ici on aura 2R0 plus 2R0 fois A fois θ moins R0 moins R0 moins R0 fois A fois θ, le tout sur 2 facteurs de R0 plus R0 moins plus R0 fois A fois θ, le tout fois E, bien sûr. Donc 2R0 moins R0 moins R0, ça part. 2R0 à θ moins R0 à θ, ça laisse en numérateur R0 fois A fois θ fois E sur... Alors ici, on met en facteur
on met en facteur le R0, ça donne R0, 2R0, facteur de 2 plus A θ. On simplifie par R0, ce qui nous donne que U de θ égale à A fois θ fois E sur 2 facteur de A2 plus A θ. Donc je vous recommande de reprendre les calculs à tête reposée en mettant pause à la vidéo pour vérifier la véracité des calculs que je viens de faire au tableau. Donc, dans la plage de température comprise entre 0 et 100 degrés, on admet que la tension Vs est liée à θ par la relation simplifiée suivante. Donc, on suppose que Vs, elle est simplement reliée à θ par la relation 3R3 fois E fois A sur 4R2 fois θ. On veut que Vs soit égal à 5 volts pour θ égal à 100 degrés. Calculez alors le rapport R3 sur R2. Donc on cherche R3 sur R2, on l'extrait de l'expression. Il est égal à quoi? Il est égal à 4 fois Vs sur 3 fois E fois A fois θ. Et je vous laisse le soin de faire le calcul numérique. Donc, je vais vous présenter le problème suivant, l'exercice suivant, qui est extrait de la session normale 2010, épreuve des sciences de l'ingénieur pour les STE. Il s'agit cette fois-ci d'un dispositif de séchage qui est constitué d'un turboventilateur et de résistance chauffante identique afin de fournir l'air chaud dont la température est comprise entre 40 degrés et 70 degrés Celsius. Donc le schéma de principe, donc comme toujours, vous allez le retrouver souvent, ce pont de Wheatstone. Le capteur de température, il est inséré ici. C'est une CTN. Comment on le reconnaît avec le signe-, coefficient de température négative, et température en degrés Celsius, c'est-à-dire que la résistance diminue lorsque la température augmente. La variation de cette résistance de cette N est transmise sur la variation de la tension différentielle UAB. La même remarque, la sortie à partir du point B attaque le plus d'un ampli-ohm, donc le courant ici nul, et la sortie A attaque l'entrée plus d'un autre ampli-ohm, donc le courant nul. Donc on peut appliquer le diviseur de tension entre R1 et R2 et entre RCTN et R3 pour déterminer d'une part VA et d'autre part VB et d'en déduire UAB qui est égal à VA moins VB. Bien sûr, ce signal VA moins VB, il est amplifié à l'aide du bloc 2 avant d'être mis en forme par un trigger de Schmitt et puis communiqué au circuit de puissance. On remarque ici qu'au niveau du circuit de puissance, il y a deux contacteurs. Un contacteur KM6 qui permet d'alimenter le système et de ce fait, le turboventilateur, il est automatiquement alimenté. Il fonctionne toujours, que les résistances chauffantes soient opérationnelles ou pas, ou à l'arrêt. Par contre, les résistances chauffantes, leur fonctionnement dépend d'un seuil de température. Donc pour les questions ici, je vous recommande vivement d'aller consulter la base de données sur Internet où il y a ces sujets et de répondre à ces questions. Ça va vous rappeler la caractéristique de la CTN qui est toujours sous cette forme. On demande de déterminer l'expression de la tension de sortie en fonction de VS R3 et R4, de VCC R3 et R4. Donc vous allez suivre la méthode qu'on vient de suivre au tableau juste un instant. Et on demande d'étudier l'amplificateur de différence et finalement de déterminer la tension de sortie en fonction du AB et d'en déduire les valeurs correspondantes au
seuil de basculement de température, à savoir le 40 degrés Celsius et le 70 degrés Celsius. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine leçon, Inch'Allah Rahman Rahim.